Anne Niva, bonjour, bonjour. Bonjour Emmanuel. Soyez la bienvenue au petit déjeuner de Devenir pour Agir. Et merci de nous recevoir chez votre éditeur, les éditions Fayard, à Paris. Et merci de me consacrer de votre temps pour parler de votre magnifique livre, La France de face, dont on va essayer de relever la substance. Je voudrais commencer, Anne Niva, par une citation de Lamartine. Voilà ce qu'il dit pour se présenter. Je suis concitoyen de toute âme qui pense la vérité, c'est mon pays. Et vous, Anne Niva, c'est magnifique. Qui êtes-vous? Concitoyen de toute âme qui pense, ça je m'y reconnais vraiment. J'ai un peu plus de mal avec la vérité, parce que je pense que la vérité avec un V majuscule n'existe pas, que chacun a sa vérité. Ce qui m'intéresse, moi, c'est justement d'essayer d'aller chercher, d'être au plus proche possible, le plus près possible de la réalité. En fait, je suis vraiment une obsessionnelle du réel. Mais le réel, il faut aller le chercher, il faut s'y frotter, comme on dit. Alors, on va reparler de la vérité, de la réalité. J'aime beaucoup déjà ce que vous dites, parce que vous dites, voilà, il y a plusieurs vérités, chacun sa vérité. On va voir si chacun a vraiment sa vérité avec le livre que vous avez écrit. Parce que j'ai plusieurs questions, mais très rapidement pour les milliers d'étudiants qui nous regardent, très rapidement, en une minute, vos grandes lignes de votre carrière professionnelle. Très rapidement. Professionnelle ou de mes études? Parce que, donc là, vous me parlez des étudiants, donc moi j'ai fait des études à Sciences Po Paris. J'ai écrit une thèse de doctorat sur les médias russes, en fait. Parce qu'au départ, je suis fille de prof, de spécialiste de littérature russe, et j'ai été élevée dans l'amour de la langue russe, en fait. Mes parents se parlaient russe quand ils ne voulaient pas que moi et mon frère on comprenne ce qu'ils disaient. Bon. Donc c'était quand même assez attirant, assez exotique. Et je crois qu'au tout début, avant même de parler de carrière, j'ai été en même temps attirée par la Russie et par le journalisme, mais sans vraiment savoir ce que c'était que le journalisme. Et puis j'ai été en Russie pour des recherches sur ce qui est devenu ma thèse. Et en fait, cette thèse, c'était déjà un peu comme du journalisme, puisque le sujet, c'était sur le rôle des médias en 1991, qui est une année importante en Russie, puisque c'est la fin de l'URSS, le début de l'ère post-soviétique. Et je crois que c'est ça qui m'a donné vraiment le plus envie de devenir journaliste. Et ensuite, écoutez, les grandes lignes, c'est quand même, après cette soutenance de thèse en 1994, la guerre en Tchétchénie, à partir de l'automne 1999, en freelance. Puis j'ai été engagée par Libération, mais à peine j'étais engagée en CDI que finalement j'en avais plus envie, parce que je ne sais pas trop pourquoi, mais j'avais envie de rester libre. Et donc j'ai fait toute une carrière en fait de pigiste jusqu'à aujourd'hui, en indépendante comme on dit, hein, freelance en anglais. Et puis j'ai écrit, mon premier livre c'est Chienne de guerre, en l'an 2000, chez Fayard, parce que je suis très fidèle à Fayard. Et c'était le récit de la guerre en Tchétchénie. Et là, on est en 2022 avec La France de face, toujours chez Fayard. Il n'y a qu'une seule fois où j'ai été ailleurs, c'est pour mon précédent livre, Un continent derrière Poutine, avec un point d'interrogation que j'ai publié au Seuil. J'ai fait aussi de la télévision, mais de la télévision complètement, je dirais, en dilettante, en étant d'abord invité sur des plateaux à propos de mon livre, et puis ensuite en étant invité comme expert, entre guillemets, pour parler des sujets qui sont les miens, entre guillemets. J'ai fait des documentaires, suite à mon premier livre sur la France, Dans quelle France on vit. Il y a eu une série, Dans quelle France on vit, télé. Donc en fait j'ai décliné les thèmes du livre, qui est celui juste avant celui-là, en télé. Et là, celui-là, c'est tout simplement parce que j'avais l'impression que j'avais pas terminé avec la France. J'en avais pas fini avec la France. Dans quelle France on vit, il est paru en 2017. C'est voulu, c'était au moment des élections présidentielles. Exactement comme en ce moment. Tout à fait, oui. Pour moi, c'est important ça, parce que j'écris pas des romans, j'écris ce qu'on appelle des documents. Hein, en anglais, on dit non-fiction. En français, on dit des documents. J'aime pas tellement ce terme, mais c'est donc du réel. C'est pas inventé. Et il faut trouver toujours le bon moment pour sortir son livre. C'est complexe de trouver le bon moment. Mais c'est vrai que là, me raccrocher à l'échéance présidentielle, c'est important. Beaucoup d'interlocutrices et d'interlocuteurs de mon livre m'ont parlé de ce vote d'avril 22,
Et puis ensuite, ce livre que je considère comme le deuxième tome par rapport à Dans quelle France on vit. Donc en fait, j'ai écrit un diptyque. Mais je vous rassure tout de suite, ça ne sera pas une trilogie. Je m'arrête à deux. Mais dans le précédent livre aussi, je m'intéressais au rapport de mes concitoyens à la présidentielle. Alors, plusieurs questions. Il y a quand même un thème sur lequel je vais revenir. Mais avant quelques questions de sémantique. Comment définissez-vous le journalisme et votre fonction de journaliste? Alors, est-ce que vous donnez une définition du journaliste dans votre livre? Il faudrait peut-être la lire, parce que je ne me rappelle plus où elle est. Vous donnez une définition tout au début, oui. et vous dites que le journaliste, j'ai beaucoup apprécié parce que vous parlez d'un journaliste qui n'a pas ne juge pas. Oui, et puis surtout, je vous cite, le journalisme où il n'y a pas d'objectivité. Ça, j'ai quand même été étonnée, parce que est-ce qu'il y a une part de subjectivité, d'objectivité dans le journalisme? Mais quelle définition donneriez-vous du journalisme? Non, mais je ne sais pas si je peux donner une définition, si j'en suis capable. Ce que je peux vous dire, c'est la façon dont moi je pratique le journalisme. J'ai un petit problème, oui, avec ceux qui prétendent être objectifs. Absolument. Je pense que l'objectivité, c'est comme la vérité, ça n'existe pas. Il y a toujours un point de vue. En revanche, je pense que ce qui existe, c'est l'honnêteté intellectuelle et la déontologie et l'éthique. Oui. Et ça, pour moi, c'est très important. C'est-à-dire, je pratique ce métier selon une certaine déontologie, une certaine éthique. Le respect des propos de mes interlocutrices, interlocuteurs, je n'invente rien. Et quel que soit mon interlocuteur, même si ce qu'il me dit ne me plaît pas, s'il porte un jugement de valeur ou s'il incarne des valeurs qui ne sont pas les miennes, enfin je pense par exemple à mes livres sur l'Irak avec des djihadistes que j'avais en face de moi, etc. C'est pas parce que ce sont des djihadistes, des gens de Daesh, que je ne vais pas les interviewer. C'est ça. Donc moi je pense que, donc, si on peut aller vers une petite définition, tentative de définition, un journaliste c'est un intermédiaire pour moi. Ni plus, mais ni moins. C'est-à-dire qu'il n'en rajoute pas, mais qu'il reste à sa place. C'est-à-dire qu'il pose des questions avec un point d'interrogation à la fin, et non pas des commentaires, qu'il écoute les réponses et qu'il les transmet. Parce que finalement, ce livre ou les articles, aujourd'hui j'écris plus de livres que d'articles, si je ne partage, le but c'est de partager. Le but c'est de ne pas garder pour moi ce qu'on me dit. Si j'ai écrit ce livre La France de face, c'est pour que tous ceux qui ont envie de le lire se rendent compte ce qu'est la France. Parce que nous, on a tous un petit morceau de la France en nous. On a la nôtre, on a notre milieu à nous. Or là, les 8 chapitres sont sciemment des endroits et des milieux et des thématiques qui ne sont pas celles de tout le monde, parce que nous sommes tous des fragments de cette France. Or, pour essayer de débattre sur qui nous sommes, et pour, disons, peut-être faciliter la tâche de nos représentants politiques, voilà, je leur offre avec ce livre et avec tous mes précédents travaux, disons, matière à avoir une vision plus proche du réel, de ce qu'est notre pays. J'ai beaucoup de politiques qui réagissent à ce livre, je ne donnerai pas de nom, parce que je n'ai pas du tout envie qu'on m'instrumentalise par-ci, par-là. Mais quelqu'un m'a dit, et je trouvais ça très juste, me remercier pour ce livre en disant que ça aidait l'homme ou la femme politique à avoir une vision justement sans filtre de ce qu'est le terrain en France. Parce que même, me disait cette personne, dans les déplacements de campagne ou autres, il y a toujours des filtres. Oui. Oui, et ça. Moi, c'est ça qui m'importe. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce livre La France de face. Oui, alors j'allais vous poser la question parce que quand j'ai vu simplement le titre, que je vous ai écouté dans plusieurs médias, je me dis c'est un titre assez violent. C'est pas assez la France fort. En face, oui. mais de face. Oui. C'est comme si on recevait un boomerang en fait et ça... Oui, mais vous avez raison. J'aimerais qu'on se prenne la France de face en lisant mon livre. C'est ça. Mais je pense que c'est une bonne chose. Je pense, en fait, c'est un livre pour contrer les dénis. Les ou les dénis et les stéréotypes. Moi, j'ai beaucoup souffert des stéréotypes. Je pense que pour arriver à comprendre la société dans laquelle nous vivons, ou le monde dans lequel nous vivons, puisqu'avant de faire ces 2 livres sur la France, j'ai beaucoup travaillé à l'étranger, et je vais y retourner, oui. Ce qui m'a toujours frappé, c'est la force des stéréotypes, des idées reçues. Et il faut toujours, pour moi, le journaliste a cette mission, ce devoir
cette obligation, et pour moi c'est un plaisir, qui est d'aller derrière les apparences. Donc c'est un devoir, donc c'est moral. Oui. C'est moral. Oui. Pour vous, votre travail est moral. Oui. Alors, Anne-Liva, je trouve ça très, très intéressant parce que vous m'avez tout à l'heure servi sur un plateau d'argent ma question, à savoir qu'est-ce qu'un humain? Est-ce que vous avez utilisé le mot humain? Vous êtes allé dans toutes les régions de France, et plus particulièrement dans le Diois, puisque je suis... Oui, vous m'avez dit ça, c'est extrêmement étonnant parce que personne ne connaît le Diois. Je suis du le Diois. Diois qui sont les vallées derrière Die dans la Drôme. Tout à fait, et vous êtes passé Donc le fait que vous soyez du Diois est absolument hallucinant. Je trouve ça génial. Je trouve ça superbe. Mais quelle définition donneriez-vous de l'humain? Est-ce qu'un humain pour vous est une personne? Alors, je vais essayer de vous répondre, mais d'abord, je voudrais dire que j'ai dédicacé ce livre, là, je le lis, à toutes celles et tous ceux qui croient d'abord en l'humain. D'abord en l'humain. Alors, qu'est-ce qu'un humain? Mais si j'ai écrit cette dédicace, c'est que j'ai peur. Je suis même attristée de voir. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de choses qui m'attristent dans la vie, parce qu'avec toutes les guerres que j'ai vécues, c'est vrai que j'ai vécu beaucoup de choses, mais ce que je vois dans nos pays qui ne sont pas en guerre, en Occident, où il y a d'autres types de guerres, des guerres sourdes, justement, dont je parle dans mes livres, des malaises, eh bien, il y a le malaise numéro 1 qui est de ne plus traiter l'humain comme tel, oui. De déshumaniser. Ça. Et ça, beaucoup de mes interlocutrices et interlocuteurs m'en parlent. Quand ils parlent justement de l'éloignement dans la France rurale de ce qui devrait être à leurs yeux les représentations de l'État, par exemple la poste, telle ou telle institution, etc., qui disparaît. Le fait que tout ça soit remplacé par des numéros de téléphone avec des disques, une complexité du virtuel au niveau de la digitalisation, qui est aussi du progrès. Donc, bien sûr, je ne suis pas contre le progrès, mais il faut aussi se rendre compte de ce que ça provoque chez nous autres pauvres humains, justement. Oui. Mais alors, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre l'humain? Ou perdre de l'humain? Ou perdre de l'humanité? Parce que... oui. Il y a des courants contradictoires dans la période dans laquelle nous vivons. Il y a en même temps ce que je viens de décrire, qui va vers la déshumanisation, et il y a aussi, fort heureusement, l'inverse. Il y a la fraternité, ce que j'ai vu en France. Oui. Hors des grandes villes, où tout le monde est anonyme, dans les grandes villes, où il y a une espèce de violence qui n'existe pas quand même partout. Donc nous sommes face à des courants contraires, et c'est, je pense, ça n'est pas forcément nouveau, mais il y a une exacerbation de cela. Avec le Covid en plus, puisque le Covid a augmenté, disons, le non-présentiel. C'est ça. Tout ce qui sont les rapports humains, qui d'habitude quand même, qui sont l'essence même de la relation d'homme à homme. Nous sommes là, vous et moi, en train de nous regarder, nous parler. On sent des choses quand on se parle. Et il y a des gens qui vont nous regarder, à qui j'espère on va faire passer tout ça. Mais si on n'est pas, si on ne se regarde plus, si on ne prête plus attention l'un à l'autre, si on n'écoute plus l'autre, même si on n'est pas d'accord avec l'autre, si on ne fait que s'insulter, si on ne fait que calomnier, si on ne fait eh bien le résultat, ça sera que nous ne pourrons plus vivre ensemble. C'est ça. Mais alors, vous parlez de violence. Alors, je ne veux pas opposer, je dirais, la France des campagnes et la France des villes. Non. Mais n'y a-t-il pas une certaine violence que l'on a? Je pense à la dame à Givors, vous avez vu sur des gilets jaunes qui représentaient oui. là, les gilets jaunes. Virginie. Et je me suis dit, mais est-ce que finalement, dans les campagnes, dans les lieux retirés, et peut-être, je crois, les lieux beaucoup plus humains qu'on ne le pense, n'y a-t-il pas une certaine violence intérieure qui s'est exprimée dans la rue? Mais bien sûr, mais la société occidentale est violente. Et d'où vient cette violence? Quel est le fondement de la violence? Ça, je ne saurais vous dire, je ne suis pas philosophe, c'est vous qui l'êtes. Et une fois de plus, je reste à ma place. Oui. Moi, ma place, c'est celle d'observer, oui. d'observer le réel. Je peux avoir des opinions personnelles, bien sûr, mais prétendre expliquer, non. C'est-à-dire, je le dis et je le répète souvent, je montre
Je ne démontre pas. Mais pourquoi? Parce qu'il me semble que montrer est suffisant. Donc vous ne dénoncez pas dans le livre? Parce qu'il y a une certaine dénonciation, je ne dénonce pas. Dans le bon sens du terme, hein, dénonciation non, dans le mais bon sens du terme. je ne dénonce pas, et justement, je crois que dans ma conclusion, il faudrait que je le retrouve, je disais que ce livre, je parlais de la confiance et de la défiance, c'est très important, mais surtout je parlais du fait que ce livre, justement, voilà, ce livre polyphonique ne provoquera pas de polémique, car je n'y dénonce rien et ne milite pour aucune chapelle. J'y raconte, pour le partager avec tous, ce qui se joue dans les profondeurs de la société, ça c'est une citation de Pierre Rosanvallon, qui est un historien que je respecte énormément, et ce road movie qui offre une portée politique aux émotions recueillies à travers la France contemporaine rappelle à quel point la démocratie se mérite. Et ma dernière phrase, l'observer, donc observer la démocratie, y compris quand elle semble dysfonctionner, c'est donc ce dont vous et moi sommes en train de parler en ce moment, c'est aussi la choyer. Voilà, ce sont mes derniers mots. Donc, oui, ça dysfonctionne, mais allez voir, respecter, s'intéresser, avec curiosité, écouter, transmettre, partager. C'est à mon petit niveau, essayer de participer positivement à là où nous en sommes. Mais alors, Aniva, la grande journaliste que vous êtes, vous avez quand même fait un constat. Et moi, je prenais, en lisant votre livre, je prenais la main de toutes les personnes qui vous ont croisé et je marchais avec vous. C'est le but. Je trouvais ça génial. Et je me suis dit, mais n'y a-t-il pas une certaine, je dirais, une autre conception du bonheur que nous ne trouvons plus? Autrement dit, peut-être le vrai bonheur se vit dans les choses simples, dans le partage, dans cette relation à l'autre. Cette relation à l'autre que vous avez vraiment vécue tout au long de votre voyage en France. Mais pas seulement de mon voyage en France. Pour moi, la relation à l'autre, c'est la base. C'est-à-dire que tout passe par la relation à l'autre. Je pense là, ça n'a rien à voir, mais je pense aux rencontres virtuelles sur Tinder ou ailleurs, les nouvelles façons de rencontrer l'autre. Certes, on swipe à droite ou à gauche, ok, sur un écran, on choisit sur un catalogue, mais à un moment donné, il y a bien une vraie rencontre, c'est-à-dire la confrontation au réel, elle existe, et c'est ça la vie. La vie, c'est le réel. La vie, ça n'est pas se terrer dans son monde virtuel et avoir peur de tout et ne rien montrer. La vie, c'est aller voir l'autre. Justement, se confronter, mais se confronter, pour moi, c'est pas négatif. Se confronter, c'est questionner. Se confronter, c'est voir si l'on peut vivre ensemble. Oui. Et l'entre-soi, que je dénonce aussi beaucoup, l'entre-soi parisien, le communautarisme. Beaucoup de mes interlocuteurs et de mes interlocutrices, quand j'ai été par exemple à Alès, où je parle du trafic de drogue au quartier, et où je pose cette question à mes interlocuteurs sur qu'est-ce que c'est que le communautarisme. C'est eux qui ont eu le meilleur bon sens et les meilleures paroles de me dire, mais c'est juste vivre ensemble, avoir cette tendance qui peut-être est critiquable, de ne pas rencontrer des personnes qui sont différentes de nous. Mais une autre façon d'être communautariste, c'est être dans l'entre-soi. C'est ça. Finalement. Donc ça, c'est l'entre-soi, disons, parisien, bourgeois, etc. C'est une autre forme de communautarisme. C'est ça. Et pour moi, dans les deux cas, on a faux, on a tout faux. Il faut sortir de l'entre-soi. Parce que sinon, on ne peut pas vivre, on ne peut pas avancer. Je pense à tous mes livres précédents sur l'Asie centrale, par les monts et les plaines d'Asie centrale, tout ça publié chez Fayard. Je parcourais l'Asie centrale, ex-soviétique, le Tadjikistan, le Kyrgyzstan, etc. Et j'arrivais dans des endroits où il était difficile d'accès, des enclaves. Une enclave kirghize en territoire ouzbek, ou une enclave ouzbek en territoire kirghize, etc. Et mes interlocutrices et mes interlocuteurs me disaient, mais comment vous faites, comment ça se fait que vous, qui veniez de si loin, vous êtes celle qui finalement nous fait nous parler les uns les autres?
entre voisins. Eh bien, en France, j'ai fait la même chose. Dans Quelle France on vit et dans celui-là, c'est pareil. C'est-à-dire que, étant donné que moi, je suis la petite souris qui va pas partout, qui passe partout, ou alors Alice qui va derrière le miroir. C'est ça. Eh bien, et qu'ensuite, ce que je fais est destiné à être lu, et qu'en le lisant, les gens de Châlons-en-Champagne, ou de Givors, ou de Denain, vont se dire « Ah mais tiens, elle est comme ça ma ville », parce qu'ils n'en connaissent qu'un pan, ils n'en connaissent qu'un morceau. Et moi, je ne prétends pas avoir tout vu, mais étant donné que moi, je ne suis de nulle part, je suis de l'extérieur, et j'aime cette position de la tierce personne, eh bien, on me parle, on me dit beaucoup de choses. La confiance qu'on vous fait, parce que finalement... qu'il faut créer. C'est ça. Mais, et elle est de plus en plus difficile à créer, puisqu'il y a de plus en plus de méfiance. Mais ça, c'est ce que j'aime le plus au monde. Mais ce que je veux dire, c'est que, du coup, il y a du passage, il y a de la fraternité là, qui s'additionne à ce qui existait déjà. Oui, mais alors est-ce que cette fraternité, je reviens sur ma question initiale, à savoir, depuis tout à l'heure vous parlez du réel, et moi j'aime cette conception de la vérité quand même, du vrai. Est-ce que le réel que vous avez vécu à travers vos rencontres, finalement, n'a pas été constitué de relations vraies, de belles relations, parce que vous êtes allé au cœur même, dans les maisons, vous êtes allé habiter chez les... C'est ça pour moi le reportage, c'est oui. ça le reportage depuis toujours. Il y a mille et une façons d'exercer son métier de journaliste, et une de ces façons-là, c'est de faire du reportage. Moi, je n'ai pratiqué que celle-là, pratiquement. Bon, dans les dernières années, j'ai été sur des plateaux de télévision, mais pour toujours apporter des informations. Et ce qui m'importe, c'est l'international, parce que là aussi, je suis quand même très attristée de voir qu'on se préoccupe assez peu de ce qui se passe à l'international. Donc, quand on me donne la possibilité à la télévision, notamment sur France 24, comme je le fais en ce moment, de parler de sujets internationaux, je trouve ça, je ne peux pas ne pas y aller. Oui. Parce que ça nous ouvre. On ne peut pas être toujours recroquevillé sur ses propres soucis, sur son propre pays. C'est pas possible, ça. Oui. On vit quand même tous sur la même planète. Donc, on parle d'environnement, de globalisation au niveau de l'environnement, mais il n'y a pas qu'au niveau de l'environnement. Justement, vous disiez, on est tous des êtres humains. Oui. Mais alors... on devrait ne pas l'oublier, ça. Alors, il y a des systèmes politiques différents. Alors, je pense à la Russie, par exemple, puisque aujourd'hui, nous sommes, on peut dire la date, nous sommes lundi 7 février, et aujourd'hui, le président Emmanuel Macron va rendre visite au président Poutine à Moscou. Et donc ce soir, j'en parlerai sur France 24. Mais ça, c'est quelque chose d'important. C'est important pour le monde global dans lequel on vit. Oui. Et justement, la diplomatie, vous voyez, Emmanuel Macron va voir Poutine en personne. Tout à fait. Ça veut dire que c'est important, ça veut dire qu'il n'y a pas que les échanges téléphoniques, il n'y a pas que le virtuel. Il faut aussi sentir son interlocuteur, savoir où sont les limites, savoir quelles sont les lignes rouges à ne pas franchir. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression de dire des banalités, mais c'est ça l'humain. Oui, c'est le principal, je pense. Il faut revenir aux fondamentaux. L'humain, c'est là. Il faut ne pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier, voilà. Et vous ne l'oubliez pas dans le livre. Cependant, Anniva, vous... quel est votre... Voilà, vous êtes spécialiste de la Russie, entre autres, et puis vous avez couvert beaucoup de guerres, de conflits. Le fait d'être parti en France, votre deuxième livre, puisque je pense que ce livre, finalement, La France de face, c'est une réponse à votre premier livre. C'est une suite. C'est une suite. C'est une suite à Dans quelle France on vit. Et vous ne pensez pas que ça pourrait être une réponse, parce que Dans quelle France on vit, eh ben là on voit dans la France dans laquelle... Parce que Dans quelle France on vit, Emmanuel, ça n'était pas une question. Dans mon titre, Dans quelle France on vit, je n'ai pas mis un point d'interrogation à la fin. C'était comme une exclamation. Oui. Dans quelle France on vit, si vous voulez savoir dans quelle France on vit, lisez mon livre, Dans quelle France on vit. C'était le premier tome. Il est paru, comme je vous l'ai dit, en 2017, donc avant l'explosion de colère des Gilets jaunes. C'est ça. Or, dans ce livre, Dans quelle France on vit, la colère était là, présente, sourde. Elle allait sortir, elle est présente dans mon livre. Et comme il y a eu ensuite, à partir de 2018, les Gilets jaunes, c'est là que je me suis dit, mais j'ai pas fini, il faut que je continue. D'abord, je me suis dit, est-ce que je vais pas retourner dans les mêmes villes pour ce deuxième tome? Et puis j'ai changé d'avis. J'ai voulu aller dans d'autres villes, des villes plus rurales, pour évoquer des thèmes que je n'avais pas évoqués dans le premier tome. Par exemple, les agriculteurs, là que j'évoque dans mon chapitre, à Fégréac.
puisqu'on a là aussi le stéréotype sur les grandes confrontations entre agriculteurs classiques et agriculteurs bio. Et moi, ce qui m'intéressait de montrer, c'est de voir que sur le terrain, comme d'habitude sur le terrain, tout est plus complexe. C'est comme la réelle politique par rapport à... Voilà. Et là, il y a une entente, disons, obligatoire entre les différents types d'agriculteurs dans toutes les communes agricoles. Oui. Voilà. Et donc cette colère, les gilets jaunes percés n'ont pas disparu, mais ça ne veut pas dire que leur colère s'est dissipée. Oui. Ça ne veut pas dire que la colère en général de beaucoup de Français s'est dissipée. Elle a été c'est ça que je voulais chercher dans la France de face. En fait, moi, ce qui m'a plu dans votre livre, c'est que je me suis dit, notre amie Anne Niva ne va pas entendre les personnes, elle va les écouter. Ah oui. Autrement dit, vous allez, et moi c'est ce qui m'a le plus plu, vous allez écouter, vous prenez en considération l'humain dans son intégrité, dans son intégralité, corps, âme, cœur, esprit. Anne Niva, ma question... Mais vous avez prononcé un mot-clé là, considération. Considération, oui. Je pense que la considération, c'est quelque chose de capital dans les relations humaines, et même dans les relations internationales. C'est ça. Et par exemple, la Russie, pour revenir à la Russie, se sent aujourd'hui très peu considérée par le reste du monde, et c'est pour ça qu'elle monte sur ses ergots, entre autres, hein, je simplifie un peu à outrance, et qu'elle pratique cette politique du bras de fer en menaçant d'envahir l'Ukraine. Oui. Donc la considération, c'est capital. Oui. Et moi, effectivement, ce qui m'importe quand j'écoute ceux à qui je parle, c'est qu'ils m'en disent le plus possible. Mais je ne vais pas ensuite les juger, ni penser de est-ce qu'ils me disent la vérité, est-ce qu'ils ne me disent pas la vérité. Ensuite, c'est à moi de tisser le fil narratif pour que chaque chapitre constitue comme une petite nouvelle en soi. Oui, mais alors, après cette enquête, si je puis dire, parce que c'est quand même une enquête, une grande enquête, quelle est votre conception de la liberté? Est-ce que vous avez rencontré des personnes libres? Ah oui, oui. Beaucoup. Et vous êtes-vous senti encore plus libre? C'est-à-dire, finalement, il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Bien sûr. Vous avez la responsabilité de toutes les personnes qui vous ont oui, mais elles-mêmes ont été responsables de me parler. C'est ça. Donc c'est mutuel. Exactement. Et ça, c'est formidable. Oui. Mais j'ai rencontré des gens extraordinaires, hein. Il y en a plus de 100 dans le livre. Mais par exemple, je me souviens de Nadia, gouvernante, chef des femmes de ménage de l'hôtel Kyriade à Givors. Rencontre par hasard extraordinaire, alors que je suis dans l'ascenseur en train de remonter dans ma chambre parce qu'on est en plein Covid, que j'ai mon plateau petit déjeuner parce qu'on n'a pas le droit de le prendre en bas et qu'il s'arrête à un étage où j'avais pas demandé d'arrêter et que mon café au lait manque de se renverser, et je vois apparaître une femme qui me dit « Ah, vous êtes Anne Niva, etc. » Elle se présente et elle est la gouvernante, et cette femme, du coup, j'ai réussi à lui demander qu'elle puisse, sans évidemment trop empiéter sur ses heures de travail, venir me parler dans ma chambre. Et je sens que c'est une femme libre, une femme extraordinairement libre. Voilà, je dis, face à toutes ces idées reçues, Nadia prend le parti du rire et de la légèreté. Ses expériences de vie et son naturel l'aident à prendre de la distance avec tout ce qu'elle considère comme polluant. Pour préserver son libre arbitre, elle allume le moins possible la lucarne empoisonnée, comme elle nomme la télévision, dénonçant son gavage négatif. Après cette entichée de Facebook, Nadia a quitté la plateforme et a clos son compte, lassée de partager avec des inconnus des moments de sa vie qui n'intéressent finalement qu'un cercle restreint, ou de partager bêtement de prétendues informations sans aucun moyen de les vérifier. Donc voilà, ça c'est une leçon, je veux dire. Nadia, comme d'autres que j'ai rencontrés, sont libres. En fait, ce qui m'intéresse, Emmanuel, ce que j'ai constaté avec ce deuxième tome en France, La France de face, c'est que les Français ne sont dupes de rien. C'est ça, on ne peut pas leur mentir. Non. Et donc, tout ce qu'ils voient à la télévision, ils n'en sont pas dupes. C'est-à-dire, ils voient que c'est de la com, ils voient que c'est du vide, ils voient que c'est du vent. Si on dit deux mots sur la campagne présidentielle, ils se rendent compte que c'est plus du tout comme c'était auparavant. Ils se rendent compte que... mais en même temps, il n'y a pas que ce qu'ils voient à la télévision. Dans leur entreprise, tout le monde utilise aujourd'hui beaucoup la com, plutôt que justement le parler vrai. Tout le monde se dissimule derrière finalement des façades. Et on ne sait pas, on n'est pas sûr, et moi je ne suis vraiment pas sûre,
que ça produise un bien-être généralisé dans notre population. Et moi, ce que j'ai fait en allant rencontrer toutes ces personnes de face, c'est que finalement, on passe un moment qui est généralement long, qui va à l'encontre de tout ce que je viens de dire. Et au résultat, on a un road movie, effectivement, de ces Français et ces Françaises qui sont droits. Mais alors, oui, alors peut-être... Droits. Oui. Qui ne se couchent pas, qui ne subissent pas. Mais alors, Aniva, malheureusement, l'interview va s'achever. Peut-être une avant-dernière question. Qu'est-ce qu'être français? Ça, c'est une autre question. Parce que vous avez quand même décrit, vous êtes allé à cette rencontre de tous les Français. Et, oui, quelle posture pour vous pouvez-vous dire, pouvez-vous donner? Vous voulez dire pour moi ou pour les Français que j'ai rencontrés? Pour les Français que vous avez rencontrés. Je ne peux pas répondre à leur place. La question, la réponse est multiple. Oui, mais alors pour vous? Mais les Français que j'ai rencontrés sont heureux d'être Français. Ça, c'est quand même très important. Oui, ils sont heureux et fiers d'être Français. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut nous faire croire, si vous voulez, cette espèce de Français qui serait constamment décliniste, très mal dans sa peau, etc. C'est pas du tout ça. Du tout, du tout. Oui. Mais en même temps, il y a 1001 façons d'être Français, et il me l'explique. Je pense à Anissa, à la Grand Combe, à côté de Alès dans le Gard, qui vient d'être élue en mars 2020 au conseil municipal, qui me dit, moi j'en ai eu assez d'être toujours l'arabe de service. Ouais. Mais il faut l'entendre, ça. Il faut l'entendre. Et elle est fière d'être française. C'est ça. Donc il faut simplement s'écouter les uns les autres. Ne pas être toujours à penser que seule sa propre parole a de la valeur. Et oui, alors on y va pour les milliers d'étudiantes, d'étudiants qui nous écoutent. Ils ont bien de la chance d'être en train de faire encore leurs études. Moi, j'aimerais bien retourner à ce moment-là. Ma dernière question est la suivante. Quel message d'espérance pouvez-vous leur offrir, qui plus est, pour certains qui vont voter pour la première fois, et qui hésitent à voter encore, alors, parce qu'ils ne croient plus en la politique. Justement, tout mon dernier chapitre, Châlons-en-Champagne, c'est sur les jeunes et la politique. Et je dois dire que sur la quinzaine qui sont dans le chapitre, même plus, il n'y en a que 1 ou 2 à peine qui vont aller voter. Donc ils n'ont pas du tout envie d'aller voter. Il y a une défiance, un manque de confiance qui est énorme et qui pose problème et dont j'aimerais que se saisissent nos représentants politiques et autres. Parce que je crois que justement ils vivent beaucoup dans cette espèce d'illusion. Alors moi je ne suis pas en train de dire il faut tout casser, être révolutionnaire, etc. Je n'ai pas de solution, je ne suis pas politique. Mais en revanche, ce que je dis, c'est que je montre le fait qu'il y a cet état d'esprit qui augmente. Et je pense que les étudiantes et les étudiants qui nous écoutent peuvent être dans cet état d'esprit. Et en même temps, ils ont sûrement aussi envie, ils ont cette excitation d'aller voter pour la première fois sans vraiment savoir pour qui, parce qu'ils se demandent peut-être qui fait la différence et qu'ils n'ont pas l'impression que leurs préoccupations sont véritablement entendues par ceux qui sont candidats. Et puis, mais je terminerai par Cindy, une jeune justement étudiante de 20 ans à Châlons-en-Champagne, qui, elle ira voter et qui me dit « mais moi ce que j'aime c'est agir ». C'est ça. Agir aujourd'hui, et je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui nous écoutent, qui pensent la même chose, c'est peut-être mieux que voter. Agir. Agir, exister par son action. Les amis, voilà. Agir comme nous dit notre ami. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voter, hein, pardon. Hein, Agissons et allons voter. Un très grand merci Anne de m'avoir reçu. Les amis, empressez-vous d'aller acheter le livre de notre amie Anniva, La France de face. Et merci de nous avoir suivis. Anne Niva, je voudrais terminer par une citation de Bourdieu, qui à mon sens vous résume votre livre. Je le cite, « Je préfère me débarrasser des faux enchantements pour pouvoir m'émerveiller de vrais miracles. » Je crois que les vrais miracles, ce sont les rencontres. Quel cadeau vous me faites avec cette citation de Pierre Bourdieu. Merci infiniment. Merci à vous. Je vais la garder, la conserver. Et merci beaucoup, puis bon courage pour tout ce que vous faites et merci de nous avoir encore fait beaucoup plus aimer la France par votre livre. Merci à vous. Merci.